Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints dans le grand JT d'éducation. Voici le sommaire. Nous allons nous rendre au chevet des familles monoparentales avec une enquête de l'IFOP qui évoque leur rapport dégradé à l'avenir, au travail et au logement. Être maman ou papa solo dans une société qui va toujours plus vite, c'est un véritable défi, mais surtout une source d'anxiété et de pessimisme bel et bien concrète. Elle est enseignante et elle place la joie au cœur de sa pédagogie. Elle est aussi instagrammeuse à succès et désormais autrice. Nous allons recevoir Anna, dite la vie d'enseignante sur les réseaux sociaux. Elle publie Les Mondes d'Élie, on va en parler dans un instant. Vous allez retrouver évidemment, comme tous les mercredis, le ZAP, c'est le meilleur, le best-of de School TV. Mais on fait d'abord un point sur l'actualité éducation du jour avec notre journaliste Shirley Adélaïde. Bonsoir Shirley. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au lendemain d'une tentative de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, première nuit sans bombardement et Israël qui concentre à nouveau ses efforts sur Gaza où la malnutrition des enfants fait rage. 112 enfants admis chaque jour en urgence pour des cas de malnutrition aiguë depuis le mois de janvier. 5000 enfants rien que pour le mois de mai. Ce sont les chiffres de l'UNICEF qui lancent un cri d'alerte depuis la violation du cessez-le-feu à Gaza et le blocage de l'aide humanitaire internationale par Israël. Les Gazaouis manquent de tout et notamment de lait infantile. Écoutez le chef du service pédiatrie de l'hôpital Nasser à Khan Younes au micro de France Culture. Chaque jour, il accueille des bébés très fragiles. Dans toute la bande de Gaza, tous les bébés prématurés sont en danger. Dans mon service, il y a une vingtaine de bébés en danger. Et ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des êtres humains. Quand il y aura assez de pression sur les forces d'occupation pour ouvrir les frontières pour le lait. Monsieur Macron, s'il vous plaît, sauvez les bébés de Gaza. Que l'État français demande à l'État d'Israël de laisser entrer le lait. Hier, dans la bande de Gaza, 46 personnes ont été tuées à proximité des centres de distribution d'aide. L'utilisation de la nourriture comme une arme dans le territoire palestinien, un crime de guerre pour l'ONU qui a demandé à Israël de cesser de tirer sur les personnes qui tentent de se procurer des vivres. En France, les suites de l'affaire Betaram. Depuis hier, une commission d'enquête indépendante créée par la congrégation religieuse de Betaram a lancé un appel à témoins et a même commencé ses auditions. Et oui, objectif, se prononcer sur l'indemnisation des nombreuses victimes. La congrégation religieuse responsable de l'établissement scolaire catholique avait reconnu en mars dernier sa responsabilité dans les violences physiques et sexuelles dénoncées par plus de 200 anciens élèves. Les victimes qui ont déjà parlé ou porté plainte, celles qui ne se sont pas encore manifestées ou toute personne qui aurait des informations à communiquer. Voilà à qui s'adresse cet appel à témoignage pour le président de la commission, également professeur de droit, Jean-Pierre Massia. Le but est d'essayer d'analyser une somme de violences individuelles comme un fait social collectif et d'être capable d'en tirer des enseignements. Des violences en milieu scolaire qui ont fait l'objet d'un rapport d'une autre commission d'enquête, celle de l'Assemblée nationale. Ce rapport a été voté aujourd'hui à huis clos. Il contient 50 propositions qui seront présentées publiquement le 2 juillet prochain. De quoi agir sur les modalités de contrôle par l'État et sur la prévention de ces violences. Violences qui, à la suite de leur révélation, traumatisent les proches qui les découvrent des années après. Les parents, notamment, souvent rongés par la colère, par la culpabilité. Leur parole a été recueillie par France Info. On écoute Annie, la mère de Pierre. Pierre a été victime de viol à plusieurs reprises d'élèves laïcs sous les ordres des prêtres de Betaram qui surveillaient les dortoirs. Mon fils a en fait révélé certaines choses le 1er juin 2024. C'est très difficile. Alors, moi je m'effondre à ce moment-là. Évidemment. Et en même temps, je comprends enfin ses addictions, le fait qu'il ait toujours été pas bien dans sa vie. Betaram y est pour quelque chose. J'ai l'impression d'avoir été trahi par cette institution. Pierre a fait une fugue de Betaram. Il y a tout un tas de questions qui arrivent. Et comment ça se fait que j'ai rien bu pendant des dizaines d'années? Je me sens évidemment coupable d'avoir rien dit, mais moi je vais l'aider au maximum. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on m'aide. En tant que maman, c'est terrible. Je pense que les familles sont des victimes collatérales.
Des victimes collatérales, c'est ainsi que se considèrent les parents de ces enfants qui ont subi des violences sexuelles. Christine est la mère de Thomas. Il a été victime de son ancien directeur d'école privée à Noyelles-Musillac, dans le Morbihan. Écoutez. Il y a quelques semaines, il s'est scarifié les bras. J'ai peur pour mon fils. Victime principalement de photos pornographiques qui ont été prises à son insu. Les gendarmes qui nous ont convoqués pour être en contact avec tous les enfants qu'il avait pu être mis en contact en fait. Et c'est comme ça qu'on a su que mon fils était victime dedans. On imagine que le pire en fait. J'aurais dû mieux le protéger. J'aurais dû me méfier. Je pense pas à ce genre de choses quoi. Enfin, je crois que comme beaucoup de parents, j'ai 6 enfants. Je leur dis tous. La personne à côté de toi est peut-être un prédateur. Mon fils change d'école au mois de septembre, il va dans le public. Dans la suite de ce journal, retour sur ces violences qui, elles, se sont déroulées au moment de la fête de la musique. Samedi dernier, vol, rixes, piqûres. C'est vrai que la fête était belle, mais le bilan est amer. Et oui, 371 personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. C'est 14% de plus que l'an dernier. 305 gardes à vue, 150 personnes ont été piquées. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, avec des appels à piquer les femmes sur les réseaux sociaux. Autant de faits de violence qui ont suscité de nombreuses réactions chez les politiques. Pour le député LFI Aymeric Caron, je cite, il faut revoir la fête de la musique à Paris, un événement qu'il dit drainer maintenant des foules avinées qui deviennent par moments dangereuses. Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, considère quant à lui que le problème se trouve au niveau de la sécurité et de la justice des mineurs. Il était ce matin sur France Inter. Aujourd'hui, c'est les piqûres, c'est aussi en parallèle les coups de couteau, etc. Il y aura toujours des façons d'exprimer une violence. Ce qu'il faut, c'est évidemment la sanction et la prévention, les deux leviers. Or, aucun des deux n'y est. Je vois qu'il n'y a d'ailleurs pas d'effet Retailleau en matière d'insécurité dans notre pays. Ça continue à se dégrader, fête de la musique, manifestations sportives. Le résultat est toujours le même. Bruno Retailleau peut chaque semaine ouvrir un dossier, faire des moulinets du bras. Ça continue à se détériorer. Tant qu'on n'arrivera pas à ouvrir le dossier de la justice des mineurs, avec les difficultés, je ne dis pas que tout ça est facile, mais la justice des mineurs, la responsabilité des parents, eh bien vous ne ferez pas le chemin. Réaction du vice-président du RN, Sébastien Chenu, alors même que la loi Attal, adoptée en mai et puis partiellement censurée par le Conseil constitutionnel il y a quelques jours, en juin, souhaite durcir la justice des mineurs et la rapprocher de celle des adultes. Tout autre chose maintenant avec les étudiantes et les étudiants en kinésithérapie qui sont écrasés par le poids des frais de scolarité. Oui, tout à fait. Un questionnaire réalisé par la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie a révélé hier les difficultés financières ainsi que la mauvaise santé mentale de ces étudiants. Accessibles après une première année à l'université publique, les études de kiné peuvent se poursuivre en fonction de l'université où l'on a atterri, dans le public ou dans le privé, où elles peuvent atteindre plus de 10 000 € par an. En fait, ça dépend des conventions signées par les universités avec les différentes écoles de kiné. Il y a des régions où on a le choix entre le public et le privé, comme en Île-de-France, si on est bien classé. D'autres où on n'a pas d'autre choix que d'étudier dans le privé. C'est le cas de la Bretagne et en particulier des villes de Nantes ou de Rennes. Au total, 72% des étudiants en école privée travaillent à côté de leurs études et 40% ont un prêt à rembourser. Et un peu partout dans les salles de classe en France, il fait chaud, très très chaud, vous l'avez vu et forcément constaté aujourd'hui. Les températures sont reparties à la hausse en début de semaine avec de fortes vagues de chaleur et il est très difficile de travailler. Un pic a été atteint ce mercredi avec 35 à 38 degrés dans beaucoup de régions, notamment dans le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. De quoi inquiéter les parents d'élèves et les enseignants en primaire. Les salles de classe, en particulier dans le sud de la France, sont en surchauffe. Conséquence, les élèves tombent malades. Gaëlle Infray est enseignante à Nîmes. Alors aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont absents à l'école parce qu'ils sont fiévreux, parce qu'ils sont tellement fatigués que les parents les gardent à la maison. Il y en a qui ont vomi. On a des enfants qui se sentent nauséeux en cours de récréation. En fait, on les récupère, ils sont rouges pivoines. Et des fois, on appelle les parents en leur disant « Bon, là, votre enfant, il venait le chercher ». Parents et enseignants réclament une meilleure isolation, plus de végétalisation dans les cours de récréation et un système de ventilation plus optimal. On rappelle qu'à partir de demain, les collégiens démarrent les épreuves du brevet pendant 2 jours jusqu'à vendredi et que dans certaines régions, aucun collège n'est doté de climatisation.
Et la bonne idée, quand il fait chaud, chers amis, c'est d'aller se ruer dans les salles obscures, au cinéma bien évidemment, d'autant qu'il y a une adaptation en dessin animé du célèbre roman d'Amélie Nothomb qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Amélie et la métaphysique des tubes met donc en image le 9e roman autobiographique de la romancière consacré à son enfance au Japon dans les années 60. Réalisé par Maëlys Valade et Liancho Han, eh bien, c'est une œuvre qui est remplie de souvenirs de l'écrivaine, comme la découverte de la tablette de chocolat blanc qu'elle associe volontiers au jour où elle est née. Amélie Nothomb fait la voix off dans ce mix de cinéma d'animation français et japonais dont les couleurs pastel et l'atmosphère onirique vous embarqueront à coup sûr dans une jolie aventure, extrait de la bande-annonce. Au commencement, il n'y avait rien à part un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous tous. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Ame veut dire pluie en japonais. Ma chère Nisho-san, mon soleil. J'étais japonaise. Et la métaphysique des tubes, c'est en ce moment au cinéma pour vous rafraîchir, mais aussi sortir un peu la tête des infos qui sont pas très roses. Oui, oui. Dessin Effectivement, heureusement que l'art est encore là pour nous faire nous évader un petit peu. Merci beaucoup Shirley. Et qu'il est difficile justement, puisqu'on parle de situations compliquées, d'être maman ou papa solo dans un monde aussi troublé. C'est en tout cas ce que souligne une enquête menée par l'IFOP et que nous allons décrypter tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marion Chalparot. Bonjour. Vous êtes directrice de l'expertise société au sein du pôle opinion de l'IFOP. Et Anne Pémirait avec nous également. Bonjour. Coach parental et autrice de Travailler comme si on n'avait pas d'enfants et Élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail aux éditions Payot également. De cet ouvrage, Le syndrome du Wonder Parent. C'est aux éditions Payot Psy. On va commencer donc, je vous en parlais en sommaire, de cette enquête de l'IFOP qui nous dit des choses pas super positif quand même sur le moral des familles monoparentales. Marion, en gros, pourquoi, pour commencer, vous avez voulu vous intéresser aux familles monoparentales? Alors ça, c'est une excellente question déjà d'entrée, merci. Parce qu'en fait, à l'IFOP, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le besoin vient de nos clients, principalement. Et on a senti depuis plusieurs mois, peut-être années maintenant, qu'il y avait un vrai besoin d'insight de la part de nos clients, quels qu'ils soient. Alors, clients, pardon, entre parenthèses, entreprises, associations, organisations, associations institutionnelles. C'est vraiment très, très varié. Et qui s'interrogeaient de plus en plus sur ces familles monoparentales, parce qu'il faut dire qu'elles représentent donc de plus en plus de familles en France, un quart des familles aujourd'hui. Et puis nous, on voyait que dans nos enquêtes, il se passait en effet des choses auprès de cette cible singulière qui à la fois montre de difficultés qui leur sont propres et en même temps qui gardent un état d'esprit très optimiste pour l'avenir. Donc c'est vraiment une cible qui est particulièrement intéressante à étudier. Et donc, il se trouve que certains de nos clients arrivent avec des briefs, des demandes d'études, et que ces demandes d'études, étonnamment, se concentrent toutes sur le logement. Donc, on y reviendra. Et donc, on a été sollicité par l'association, moi et mes enfants notamment, pour réaliser une belle enquête sur les difficultés que peuvent avoir les familles monoparentales en termes de logement. Mais cette expertise qu'on a développée auprès des familles monoparentales, en fait, elle touche à la fois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au travail, dans leur vie amoureuse, dans leurs difficultés en tant que parents, et puis aussi sur leur état d'esprit qui, je dis, est plein de résilience. Oui, plein de résilience. Néanmoins, leur rapport à l'avenir est un petit peu trouble quand même. Oui. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour les Français. C'est-à-dire que quand on demande aux Français s'ils sont optimistes pour l'avenir, il y en a 38-40% qui le sont. Les familles monoparentales, elles ne dérogent pas à cette règle. Elles sont 38% à nous dire « je suis optimiste pour l'avenir, pour mon avenir et celui de mes enfants ». Donc finalement, c'est un optimisme très modéré. Mais oui, parce que 38%, il en reste quand même une large partie qui n'est pas très optimiste. C'est l'état d'esprit des Français. C'est la France, ok, d'accord. C'est pas propre aux familles monoparentales. Okay.
En revanche, ce que les familles monoparentales nous disent par rapport aux biparentales, c'est qu'elles ont des défis et des challenges qui sont les leurs et qui sont bien plus marqués. Et malgré cela, elles conservent un optimisme modéré, mais il est là quand même. Anne Pémira, cette étude de l'IFOP, je suppose que vous l'avez découverte également. Vous travaillez beaucoup avec ces ménages français, hein, on le disait quand même, un quart quand même de la population aujourd'hui. Est-ce que ça vous étonne, ce rapport compliqué au logement, au travail, à l'amour, à l'avenir ? Non, c'est effectivement ce que je vois dans ma pratique de l'accompagnement des parents, où déjà être parent, c'est compliqué. Situation, déjà, c'est une vraie révolution personnelle, émotionnelle, organisationnelle. Et en fait, quand on est seul, on porte effectivement seul cette charge au quotidien avec les enfants, mais aussi la charge financière, et puis on a moins de revenus parce qu'on est seul. Donc effectivement, je vois les difficultés des parents en situation solo, et je les vois aussi beaucoup, notamment dans le monde du travail, parce que déjà quand on est parent et qu'on travaille, on se sent toujours un petit peu à côté de la plaque parce qu'on arrive plus tard, on part plus tôt. Mais là, quand on est seul, on fait le matin, on fait le soir, on a beaucoup plus de mal à partager en fait cette charge. Donc il y a une pression effectivement beaucoup plus forte qui pèse sur les parents solos que sur les parents qui sont en couple. Et donc c'est pas toujours évident au quotidien effectivement pour ces parents. Et c'est, on dirait, une réalité, un écosystème, je dirais qu'il est très difficile à appréhender pour les entreprises, les organisations, les associations. On a l'impression qu'ils sont ou elles sont, ces familles monoparentales, un tout petit peu en marge tout le temps. Qu'elles ont toujours besoin de se justifier plus, de faire plus. Vous ressentez ça également ? Alors oui, et d'ailleurs dans mon livre, le syndrome du Wonder Parent, j'explique que justement déjà la société, elle était déjà pas prête à accueillir dans le monde du travail des parents. Alors, voilà. Et encore moins effectivement des parents solos, puisque le monde du travail n'est pas adapté en termes d'horaire, en termes d'investissement. Le soir, je rentre, je sais pas s'il est 19h, 20h, il faut encore faire le repas, donner le bain, éventuellement avoir des devoirs. Enfin, c'est pas évident du tout de gérer tout ça parce que la société n'a pas en fait pris en compte cette dimension de contrainte parentale dans l'organisation du travail. Et donc on se retrouve avec, d'autant plus pour les familles monoparentales, sur des moments où ils doivent être partout, et donc ils se sentent moins légitimes au travail, ils se sentent plus gênés de partir, etc. Donc ça peut nuire aussi finalement à leur bien-être au travail. Et justement sur les chiffres particuliers sur le travail, on voit qu'il y a notamment beaucoup, vous le disiez, de légitimité, mais de problèmes finalement à se projeter dans un avenir. C'est-à-dire, bon, j'ai un travail, je le garde parce que je ne sais pas du tout ce qui peut se passer demain si j'en change. Est-ce que j'aurai la même flexibilité, les mêmes horaires, les mêmes choses ? Donc finalement, les ambitions sont un peu tues. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que les chiffres... Alors, tout à fait, il y a des ambitions qui sont un peu tues, alors qui sont aussi peut-être le fait de la structure des familles monoparentales, parce qu'on en discutait un peu plus tôt, ce sont beaucoup de femmes. Les femmes, toutes les enquêtes le montrent, elles ont des ambitions professionnelles qui sont souvent un petit peu en deçà de leurs homologues masculins, mais il y a une vraie particularité chez les familles monoparentales, c'est que je crois qu'il y a, en effet, comme vous le disiez, un équilibre vie personnelle, vie professionnelle qu'on se doit absolument de maintenir et avoir de plus grandes ambitions, que ce soit en changeant de travail ou que ce soit en progressant au sein de la même entreprise. Ça veut peut-être dire à un moment faire des concessions sur sa vie privée, concessions qu'elles sont moins en mesure, elles ont moins les cartes de mettre en œuvre. Et ce que nous disent beaucoup les familles monoparentales dans les études, alors plutôt qualitatives qu'on a pu mener auprès d'elles, pour certaines, enfin pour toutes en fait, c'est le premier défi, c'est je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps parce donc que... pour démarcher, pour penser à autre chose. Exactement. J'ai pas de temps pour être comme je veux avec mes enfants. J'ai pas de temps pour être comme je veux au travail avec mes ambitions. Pour faire mes loisirs, n'en parlons pas. Pour une vie amoureuse, encore moins. Et donc, il y a vraiment ce sujet du temps qui est une denrée mais terriblement précieuse pour ces parents solos. Et donc, ça pousse pas forcément à se projeter dans une vie professionnelle qui serait peut-être un peu plus ambitieuse ou où on prendrait plus d'initiatives. Il y a le syndrome du Wonder Parent. Alors, je ne l'ai pas découvert, mais sous ce vocable, oui, grâce à votre livre, le syndrome du Wonder Parent. Qu'est-ce que c'est exactement et
pourquoi, même si on s'en doute un peu, ça touche particulièrement les familles monoparentales. C'est la recherche de perfection, c'est l'envie d'être le parent parfait et à la fois parfait quand on travaille, non seulement avec ses enfants, mais aussi dans sa vie professionnelle. Mais comme on n'a pas 2 journées en une, du coup, ça rend les choses très compliquées. C'est la course au quotidien, c'est l'envie de faire des petites purées bio tout en étant dans toutes les réunions du matin au soir. Et donc, c'est souvent la course vers l'épuisement. Et ce qui ressort aussi de ce syndrome, c'est la culpabilité. Et c'est vrai que ce que vous disiez sur le manque de temps pour soi, et en fait, les parents en situation de monoparentalité osent encore moins en prendre parce qu'ils culpabilisent finalement de ne pas donner tout leur temps disponible à leur enfant, d'autant plus qu'il n'y a pas de relais. Et donc, finalement, ce syndrome qui existe pour tous les parents, je peux dire qu'effectivement, il est amplifié encore pour les parents solos. Mais ça pourrait finalement être assez vite évacué en se disant « je suis tout seul ou toute seule ». Je n'ai pas à être parfaite. Il suffirait de mentaliser ça parce que finalement, dans plein de couples normaux, j'ai envie de dire, où ils sont 2 en tout cas, il y a peut-être moins ce besoin d'être absolument parfait. Comment vous arrivez à faire basculer les parents que vous accompagnez en mode on va peut-être se calmer un petit peu là? Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est toujours facile à dire. Oui. Maintenant, c'est comment s'approprier ça. Déjà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de sa culpabilité. Donc je vais un peu travailler les parents là-dessus, sur leurs émotions, leur vécu, leurs ressentis. Oui, parce que la culpabilité est aussi celle qu'on leur transmet. Parfois. Exactement. Et je mets aussi en avant notamment les stéréotypes et comment effectivement, et puis toutes les images qu'on a du parent parfait qui part super bien habillé avec son bébé tout propre dans les bras, alors que dans la réalité, votre bébé il a déjà régurgité 3 fois, on n'a pas une veste propre. Et donc c'est déjà prendre conscience de ces images, de cette projection finalement de ce mythe du parent parfait, pour se dire, en fait, oui, ça n'existe pas. Donc, comment moi, je vais pouvoir me réinventer? Comment moi, je vais pouvoir être alignée entre ce que je souhaite au fond de moi, en essayant d'écarter un peu tous ces stéréotypes et se réinventer avec le champ des possibles en termes de temps, de moyens, et oser. Surtout, c'est oser aussi, par exemple, en entreprise, oser s'affirmer, même si on a des contraintes. Non, moi, je suis là. Et se dire aussi qu'on a finalement peut-être des compétences en plus du fait d'être parent solo. Parce qu'on doit être très organisé, on va vers l'essentiel, on développe de l'empathie, on développe beaucoup de compétences qui, je pense, vont servir aussi dans le monde du travail. Donc, c'est prendre conscience de ça pour être plus assuré, reprendre confiance en soi. Marion, on parlait du logement tout à l'heure, il y a un vrai sujet. Les chiffres le montrent sur l'accès au logement, sur changer de logement, sur les gens qui aimeraient peut-être partir en région pour payer des loyers moins chers. Il y a plein de problématiques. Que disent les chiffres? Alors, le logement, c'est vraiment très intéressant puisque c'est vraiment le cas concret, l'illustration parfaite des 2 challenges qu'ont à relever les familles monoparentales, à savoir un défi financier, puisque, bon, on va pas, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir que c'est très compliqué pour ces familles-là de boucler le mois ou d'épargner. Le défi financier et puis aussi le défi du manque de temps, puisque trouver le logement qui correspond à ses besoins, ça prend aussi beaucoup de temps. Et donc, le logement, il illustre en fait ces deux défis-là. Et ce que nous disent les familles monoparentales, c'est en effet que pour elles, quand on leur pose la question est-ce que les choses sont faciles vous concernant par rapport à la recherche ou à l'obtention d'un logement, 58% seulement nous disent c'est facile. Chez les familles biparentales, on est à 3/4. Donc il y a vraiment un énorme écart de un peu plus de 16 à 20 points entre ces 2 structures familiales. Alors, qu'est-ce qui est difficile ? Eh bien, en premier lieu, c'est d'abord d'avoir l'argent pour se payer le logement que l'on souhaite. Très clairement, le fait d'avoir que ce soit rembourser un prêt ou payer son loyer, c'est vraiment la première difficulté qui émerge. Ça, et aussi les demandes de dépôt de garantie. Quand on est un parent seul et qu'il faut gagner 3 fois le loyer alors qu'on veut plusieurs chambres dans son logement, c'est très très compliqué. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les distingue par rapport aux familles biparentales. 3e difficulté qu'elles nous partagent, c'est aussi le fait de ne pas avoir un logement qui corresponde à leurs attentes. Eh bien, pourquoi ? Je pense que c'est très lié en fait au budget qu'elles sont prêtes à mettre, puisque pour leur budget, en effet, il n'y aura pas peut-être le nombre de chambres désirées ou de surface ou d'extérieur, etc. Et puis, moi, j'y tiens aussi le temps, puisque pour 1/3 d'entre elles, ce qui est difficile dans la recherche d'un logement, eh ben, c'est d'avoir juste le temps de regarder les annonces. C'est ça. Regarder les annonces et de se déplacer pour les visites, parce qu'on ne visite pas un appartement avec tous ses enfants, etc. Et donc, du coup, elles nous disent, moi, j'aimerais
bien changer. Il y en a quand même la moitié qui nous dit je ne suis pas satisfaite de l'endroit où je vis. J'ai choisi ce logement par défaut, je ne suis pas satisfait. Il y a aussi un manque de visibilité sur les aides sociales que les parents pourraient justement avoir pour le logement notamment. Et vous parlez même dans l'étude d'isolement social. Il est réel ? Oui, alors l'isolement social, il est réel et il se traduit en fait dans toutes les difficultés d'accès aux services essentiels. Dans une autre étude qu'on a réalisée, alors qui n'est pas forcément auprès des familles monoparentales, mais on a pu regarder ce qui se passait auprès de cette cible, on voit bien qu'en matière de soins, de logement, d'emploi, de loisirs, c'est vraiment une cible qui décroche et qui trouve que tout est plus difficile. Mais encore une fois, alors il y a la structure des familles monoparentales qui peut être... on peut avoir des personnes qui sont un peu issues des milieux plus populaires, moins diplômés, donc pour qui c'est aussi pas forcément évident de se plonger dans l'administratif, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Et puis aussi, encore une fois, le manque de temps pour le faire. Et puis là, il n'y a pas l'argent pour dire je vais... donc heureusement, il y a des associations et plein de structures qui peuvent aider ces familles. Mais très clairement, il y a une confusion, mais qui existe aussi auprès des Français autour des aides auxquelles elles peuvent obtenir. Et puis, je pense, mais là, je vais un peu au-delà de ce que nous disent les chiffres, mais que le système n'est pas encore pensé pour ces familles monoparentales qui, voilà, on réfléchit en famille. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, c'est déjà pas pensé pour les parents. Oui, c'est déjà pas pensé du tout. C'est toujours le degré au-dessus de difficulté quand on est seul ou effectivement, mais bon, je trouve qu'il y a quand même une évolution un peu par rapport à ça, dans le sens où on voit quand même les entreprises qui cherchent un peu à s'adapter, qui par exemple, si elles ont des berceaux en crèche, vont parfois, dans leurs critères, justement, favoriser une personne qui est en situation de monoparentalité pour lui offrir justement un berceau et lui permettre de travailler plus sereinement. Comment on peut se sortir de cet isolement social dont on parle, dont on a parlé il y a un instant ? Mais je pense que déjà, c'est quand on a la chance d'avoir un travail, c'est de pouvoir rester dans l'emploi, rester à progresser si on peut effectivement avoir des évolutions, sans se dire que c'est impossible parce qu'on est justement dans cette situation. Donc c'est oser avancer. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien conseiller aussi aux parents, et je sais que c'est pas toujours facile à faire, mais c'est de se faire aider au maximum. Se faire aider par des amis, par de la famille, se faire entourer. Donc oser demander de l'aide aussi. Voilà, et que ce soit pas un aveu d'échec, parce qu'en fait, finalement, si on n'ose pas demander, c'est qu'on va dire, mais que vont en penser les autres ? C'est de dire, finalement, j'y arrive pas toute seule ou tout seul. Donc, je pense que ça, c'est dépasser ça pour se dire, non, et plein de gens sont très contents d'aider, des amis, de la famille, mais c'est franchir ce pas, sortir de la culpabilité, oser, et ça aide en tout cas. Ça résout pas tout, mais ça aide. Et les enfants dans tout ça ? Parce qu'on parle des familles monoparentales, des parents, et on oublie peut-être un petit peu les enfants. Je ne sais pas si, en tout cas, les chiffres ont pu faire quelque chose, mais il va falloir qu'on en parle également. De quelle manière tout ça pèse sur la construction d'un enfant ? Alors, nous, on n'a pas d'enquête qui sont menées auprès des enfants qui habitent dans des foyers monoparentaux. Puis c'est très compliqué d'interroger des enfants dans des études quantitatives. Après, juste petite précision, et pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, sur comment on se construit en tant qu'enfant, ce qui est difficile pour les parents, en tout cas qu'on a interrogé, et ce qu'ils nous disent dans des études qualitatives, c'est que, à la culpabilité qu'à n'importe quel parent s'ajoute la culpabilité de faire vivre son enfant dans un foyer monoparental. Et donc, c'est une nouvelle culpabilité qui s'ajoute. C'est comme je fais vivre ça à mon enfant, il faut que je fasse encore mieux que les autres. Et il y a celle-ci, et il y a aussi, en parallèle, cette peur de mal faire, parce qu'on est seul. Quand on est deux et qu'on peut en discuter, t'en penses quoi, toi ? Comment tu ferais ? Et puis on se renseigne, etc. Mais là, on est tout seul. Et donc, la peur de mal faire, elle est redoublée. Et donc, ça vient encore plus alimenter cette culpabilité. Donc, je n'ai pas la parole des enfants pour répondre à la question. Je laisserai la parole. La question est importante. Parce que est-ce que des Wonder parents font des enfants heureux, en réalité ? J'ai pas l'impression. Le risque, c'est la tentation que j'appelle du wonder enfant, c'est-à-dire qu'on va toujours lui mettre la pression, dépêche-toi. C'est ça. Et donc lui, il va avoir envie de toujours faire mieux. De toujours faire mieux. Donc c'est pour ça, d'où l'idée un peu de reprendre son souffle, d'avoir des temps de pause, de faire retomber la pression pour pouvoir aussi être plus détendu avec les enfants. Moi, je trouve que la difficulté pour les familles en situation de monoparentalité, puis pour les enfants, c'est parfois quand on a dit il y a 80% de femmes qui sont à la tête
de ces familles, c'est quand il y a des garçons qui deviennent ados. Et c'est vrai que parfois, là, résister à des ados, quand ils vont demander de sortir, etc., c'est pas toujours évident. Donc moi, je conseille aussi aux mamans, justement, d'essayer de voir dans l'entourage, il y a un grand-père, un oncle, quelqu'un, une figure masculine qui peut aussi un peu échanger, dialoguer avec un ado. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, avec une fille, mais ça peut être encore plus prégnant quand il y a des garçons. Oui. Et après, sur l'impact des enfants, je pense que, voilà, moi, j'ai pas constaté de différence entre les enfants des familles monoparentales. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle, que les enfants de familles monoparentales soient des enfants comme tous les autres. Exactement, c'était un peu le sens de la question. Moi, j'ai pas d'études. Voilà, en tout cas, dans la pratique, moi, je trouve que ce qui est toujours important, et c'est vraiment toujours mon objectif, c'est de replacer le parent au cœur de la relation avec l'enfant, quelle que soit sa situation. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé ça le syndrome du wonder parent, parce qu'on est chacun parent à sa façon, dans des configurations très différentes, puis ça peut changer en plus au cours de la vie. Et donc, c'est comment replacer vraiment le parent au cœur pour lui donner à la fois l'envie et puis la légitimité aussi pour, quelle que soit la situation, élever ses enfants comme on l'entend. Pour conclure cette interview, comment vous pourriez résumer cette étude finalement? Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'il faut absolument que nous ayons en tête sur les familles monoparentales? Alors moi vraiment, je vais rebondir un peu à ce que je disais au tout début, je tiens à souligner vraiment la résilience et en fait des familles monoparentales face à ces défis qui sont, mais comme on peut l'imaginer, en fait, il n'y a pas besoin d'études pour imaginer que le quotidien est plus difficile pour ces parents solos. L'étude le montre très bien sur toute une multitude d'aspects, dont le logement. Après, vraiment, ce que je retiens, c'est aussi un optimisme pour l'avenir qui est le même que pour l'ensemble des Français, et aussi une ouverture aux autres, moi, qui me semble très intéressante. Alors là, je fais le parallèle avec une autre enquête qu'on a menée, où on voit que peut-être face à des défis qui sont vraiment propres à ce type de famille, on pourrait se recroqueviller un petit peu sur ses propres enjeux, sur son foyer, sur soi, etc. Eh bien, pas du tout. Les parents solos qu'on interroge, ils font preuve d'une ouverture d'esprit, ouverture à l'autre et d'une envie de tendre la main. Et c'est finalement un public qui est beaucoup plus aussi solidaire. Et donc, on voit sur tout un tas d'indicateurs que non seulement ils font preuve d'un optimisme pour l'avenir, de satisfaction aussi quand même, de vivre dans la société dans laquelle ils vivent, mais aussi qu'ils ont bien conscience que, il faut s'entraider dans la vie. Donc, ça fait appel peut-être à ce que vous disiez sur le pas hésiter à demander de l'aide. Et donc, eux, ils répondent toujours présents dans tous les indicateurs qu'on a sur les minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles ou les personnes en situation de handicap. C'est des personnes qui font preuve de beaucoup plus de solidarité et d'ouverture à l'autre. Et ça, je trouve que c'est très fort. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau pour en parler. Marion Chalparot, directrice de l'expertise société au sein du pôle opinion de l'IFOP, et Anne Pémira, coach parental et autrice de 2 ouvrages. Un que je n'ai pas, qui s'appelle « Travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail ». Ça, c'est aux éditions Payot. Et puis celui-ci, donc, le syndrome du Wonder Parent, et c'est aux éditions Payot Psy. Merci d'avoir été avec nous. Une petite pause, chers amis, on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous présenter l'ouvrage parfait pour ces vacances d'été. Ça s'appelle « Les mondes d'Élie » aux éditions Erol Jeunesse, et son autrice est avec nous. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, ou la vie d'enseignante sur Instagram, où vous cumulez près de 260 000 abonnés. Alors, juste avant de parler de ce livre, j'aimerais vous découvrir davantage. Parce que votre éditeur vous présente comme l'enseignante qu'on aurait tous aimé avoir à l'école et qui place la joie au cœur des apprentissages. Alors ça m'intéresse. Alors, je suis enseignante professeure des écoles depuis près de 5 ans maintenant. Et je suis arrivée dans ce métier totalement par hasard. Donc, je n'avais pas d'a priori sur le métier de professeur des écoles. Et quand je suis arrivée, je suis venue avec mon bagage, avec ma personnalité. Donc, j'ai commencé à chanter avec mes élèves, à créer des spectacles, des podcasts. Et c'est vrai qu'au cœur de ma pédagogie, il y a la joie, parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a que par la joie qu'on peut véritablement apprendre. C'est drôle parce que ça a l'air facile pour vous quand on regarde vos contenus sur Instagram. On voit très bien la sérénité, la communication positive, le chant.
Et pourtant, on sait, et sur School TV peut-être plus qu'ailleurs, combien c'est compliqué pour d'autres enseignants d'être dans cette positivité-là. Bien sûr, et puis même d'être tout le temps positif, c'est pas évident. Oui, il faut avoir quand même déjà une nature. Oui, une nature et aussi une posture en classe. Je pense qu'au-delà d'une nature, c'est vrai que quand j'arrive en classe, c'est comme si je mettais mon costume de maîtresse. Alors à la fois, je suis moi-même, je suis sincère, et à la fois, je sais que je joue ce rôle-là d'enseignante pour mes élèves et que j'essaye d'être plus exemplaire, on va dire, que dans ma vie au quotidien, parce que j'ai envie de transmettre cette envie d'apprendre, la joie qu'on peut trouver quand on découvre quelque chose, qu'on comprend enfin quelque chose. Moi, je l'ai vécu en étant élève et je pense que c'est important de réussir à transmettre ça. Alors, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même pas tous les jours aussi simple que ça. Il y a des jours où je suis plus fatiguée, où je fais aussi des choses où je sais que je vais pas trop avoir besoin de parler, où je mets beaucoup les enfants en autonomie parce que on n'a pas toujours, surtout là, on arrive en fin d'année, l'énergie pour durer toute l'année. Mais c'est vrai que de manière assez naturelle, j'ai instauré ce cadre dans la classe et c'est bénéfique pour moi parce que ça me fait plaisir d'être là et aussi pour les élèves. Ouais. Justement, il y a pas mal de poncifs de ce métier qui vous agacent un peu. Et parmi eux, cette phrase qu'on entend beaucoup de la part de nos parents, par exemple, ou de nos grands-parents. « Ah, mais les enfants étaient beaucoup plus sages avant. Ouais. » Et vous dites non. Non, j'ai pas du tout le sentiment que les enfants étaient plus sages avant. Ils ont toujours fait des bêtises, entre guillemets. Il y a toujours eu des enfants plus ou moins sages. Et aussi, je trouve que derrière les comportements d'enfants qui peuvent parfois paraître, entre guillemets, problématiques, qu'on qualifie comme ça à l'école, il y a toujours une détresse qui se cache. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux essayer de comprendre pourquoi tel ou tel élève va agir comme ça alors qu'a priori, tout va bien. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt avec cette posture-là qu'on va réussir à résoudre des difficultés de classe plutôt qu'en étant tout le temps dans la stigmatisation des élèves difficiles. Quoi. Ouais. Alors, on va en venir à ce livre. Les mondes d'Élie. C'est venu d'où cette idée, cette envie d'écrire ? En fait, j'avais envie d'écrire pour mes élèves depuis longtemps parce que les moments de lecture en classe, ce sont les meilleurs moments. Je me rappelle des moments de lecture avec l'ouvrage de Mathilda, par exemple, de Roald Dahl. Mes élèves, ils sont toujours hilars quand on lit Mathilda et c'est des moments qui nous unissent beaucoup. Et donc, à force de leur lire, de leur faire de la lecture offerte au quotidien, je me suis dit que j'avais envie, moi aussi, d'écrire un livre parce que j'avais l'impression de comprendre un petit peu ce qui les ficelles qui leur permettaient de devenir lecteurs. Parce qu'il y a ça aussi, quand on lit à voix haute aux enfants, ensuite, ça leur donne le goût, eux aussi, d'aller prendre un livre et de le lire par eux-mêmes ou de le lire à quelqu'un d'autre. Et donc j'avais cette idée, puis j'ai rencontré mon éditrice, un peu par hasard, sur les conseils d'une amie qui s'appelle Rose, et c'était elle-même son éditrice. Et voilà, on a eu un coup de cœur, je lui ai parlé de l'histoire que j'avais dans la tête, j'avais envie de mélanger les apprentissages et à la fois une vraie histoire, une épopée, une aventure comme les enfants aiment, avec de l'humour, avec des émotions assez fortes. Et voilà, ça c'est... Justement, on va faire peut-être le pitch. Moi, c'est Élie, j'ai 9 ans, je mène une vie normale, beaucoup d'école, énormément de devoirs et très peu de temps libre. À l'école, je m'ennuie, alors je fais souvent des bêtises. Et puis, en un été, tout a changé. J'ai découvert un secret merveilleux qui a bouleversé ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage pour que Élie change d'un coup et voit sa vie bouleversée ? Alors, Élie, effectivement, elle n'aime pas trop l'école, elle fait pas mal de bêtises, elle est assez seule aussi, c'est une petite fille qui est assez seule, qui a besoin d'attention. Et puis, en été, elle va aller chez sa grand-mère et son meilleur ami, son petit doudou qu'elle a tout le temps avec elle, va se transformer. Et il va lui faire découvrir des mondes qui sont les mondes qui paraissent être les nôtres, mais il va lui faire poser un regard totalement différent. Et donc, tout ce qui paraît normal et banal va devenir fantastique et merveilleux. Et c'est une aventure qui permet aux enfants aussi de prendre confiance en eux-mêmes, de voir les choses différemment, de mettre du jeu là où tout paraît un peu trop sérieux, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre ? Parce que quand on feuillette, on voit qu'il y a des histoires, des illustrations, on y viendra dans un instant, mais il y a aussi, je vois là, un rébut, il y a plusieurs jeux. Des jeux, effectivement, des chants également. Alors moi, je voulais que ce soit un livre dans lequel les enfants soient actifs, parce que je sais que garder l'attention du lecteur, c'est pas toujours évident. Donc il y a quelques jeux, il y a quelques devinettes, il y a aussi 2 chansons que mon papa a composées et dont j'ai écrit les paroles et que je chante dans le livre, qui sont aussi qui portent l'histoire et qui nous font rentrer encore plus profondément dans l'histoire. Et puis on apprend par exemple à quoi correspond pi. On va
essayer de retenir certaines particularités des lettres, certaines petites coquetteries de la langue française. Tout ça, en faisant vivre les mots, en faisant vivre les chiffres, les nombres. C'était ça l'idée. Moi, j'ai été aussi assez influencée par plein de lectures que j'ai fait à mes élèves et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir faire vivre des choses qui paraissent inertes, en fait. Oui, c'est ça, parce que vous avez mixé finalement le meilleur des histoires qu'on raconte et le meilleur des manuels scolaires. C'est un petit peu un mix intelligent entre des exercices et de l'imaginaire. Alors ça reste une vraie aventure, un roman à proprement parler, mais ça peut donner le goût des apprentissages. Ça peut permettre aux enfants tout à coup de regarder leurs leçons avec un œil différent. Toutes les chansons, elles sont éducatives. Il y en a une qui permet de retenir la table de 8. Il y en a une qui est là pour ne plus jamais oublier le rôle des majuscules et l'avoir en tête. Ça nous permet d'y penser dès qu'on commence une phrase ou dès qu'on est face à un nom propre. Mais voilà, c'est sûr que moi, je reste quand même une enseignante. Donc j'avais envie que ce livre, il soit quand même à viser à la fois pédagogique et de plaisir. Oui. D'ailleurs, c'est un roman qui permet aux enfants de développer leur confiance, leur logique et de découvrir aussi que les erreurs sont des occasions d'apprendre. De quelle manière, dans l'histoire, dans votre narration, vous avez réussi à insuffler tout ça? Parce que c'est ambitieux quand même. Déjà, c'est quelque chose que je répète assez souvent à mes élèves et qu'au-delà de répéter, j'essaie de leur montrer au quotidien aussi, en moi-même, n'ayant pas peur de mes propres erreurs, en ne les cachant pas et en ne cachant pas les leurs non plus. Et donc, dans l'histoire, Ellie, elle commence quand même par faire des choses qui sont assez répréhensibles. Elle se fait pas mal disputer, mais finalement, toute cette posture qu'elle avait au début, ça va lui permettre aussi de découvrir des nouvelles choses. Et ces erreurs-là, celles qu'on vit au quotidien avec les autres ou en se trompant parfois, en faisant même des erreurs d'attention, ça nous permet aussi parfois d'ouvrir des nouvelles portes. Je pense par exemple à plein de découvertes scientifiques qui ont été faites, comme ça. On oublie, on laisse traîner l'uranium et finalement ça se transforme, on fait des grandes découvertes scientifiques. Moi je pense que ça c'est une grande leçon aussi de la science et de l'école. Donc vous le disiez, vous avez fait des chansons, vous avez chantonné avec votre papa. Il y a d'ailleurs sur votre compte Instagram les Inside où on vous voit chanter, votre papa juste à côté qui joue de la musique, me semble-t-il. Oui, mon papa il est compositeur, il est jazzman et il est vraiment, il joue de tous les instruments. Donc il a fait le piano, il joue de tout. Donc, et à l'intérieur, il y a donc des QR codes, c'est ça, sur lesquels qu'on peut scanner et où on peut écouter donc la chanson. Exactement, on peut aussi retrouver les chansons sur YouTube. Elles sont en libre accès sur ma page Instagram, ma page YouTube La Vie d'enseignante. Les deux chansons, ils sont avec les paroles. Bon, ça vient de sortir, certes. Je suis sûre que vous avez déjà la suite. Ou un nouveau personnage ou quelque chose. Oui, j'ai déjà d'autres idées. Parce que là, il y a de quoi faire une série en réalité. Vous pouvez en faire 10, 20, 30. J'aimerais bien pouvoir accompagner déjà Ellie aussi, parce qu'elle va grandir, elle va affronter de nouvelles difficultés, et puis la vie va changer autour d'elle. Elle va changer aussi, et j'ai envie que les enfants puissent la suivre au même rythme de leur évolution à eux aussi. Justement, Ellie, elle a alors 9 ans. Oui. Est-ce que c'est un livre qui peut aller jusqu'à... C'est pour les 8-9 ans? Est-ce que ça peut commencer à 6 et finir à 11 ou 12? Oui, totalement. Alors moi, j'ai beaucoup de retours de parents, par exemple, qui ont des enfants de 7 ans ou de 6 ans à qui ils lisent le livre et qui aiment beaucoup. J'ai aussi des retours de parents d'enfants de 12 ans qui n'aiment pas trop lire, puis qui ont pris le livre à la petite sœur ou au petit frère qui ont commencé à lire et ça leur a beaucoup plu aussi. Et là, ça vient de sortir, mais j'ai quand même eu certains messages. Généralement, les enfants se saisissent du livre et le lisent en une traite, en un seul week-end. Donc ça va pas durer un mois entier, mais au moins ça veut dire que c'est un livre qui provoque quand même de l'engouement et j'en suis hyper heureuse et reconnaissante. Un petit mot quand même sur votre illustrateur. Oui, alors Adriel, c'est un illustrateur extraordinaire. En fait, on s'est rencontrés, on était à un dîner chez des amis. Je lui ai parlé de mon projet de livre. Je lui ai dit que j'étais à la recherche d'un illustrateur. Il est rentré chez lui le soir. La nuit, il a dessiné pendant des heures. Et le lendemain matin, il m'a envoyé ce que lui avait évoqué mon récit. Et c'était exactement ce que j'avais dans la tête, en beaucoup mieux. Et je trouve que aussi les illustrations, elles donnent envie en fait, de lire le livre. Oui, et puis effectivement, on sait combien pour les enfants, avoir des visuels, ça aide aussi à rentrer dans l'histoire. Un livre sans images, à cet âge-là, malheureusement, ça peut être un peu compliqué. On va vous souhaiter plein de bonnes choses et plein de bonheur pour ce bouquin. Vous viendrez nous parler de la suite avec grand plaisir. Très bientôt. En vrai, vous êtes dessus ou pas? Pas encore, vous savourez pour l'instant? Pour l'instant, je savoure, mais j'ai déjà la suite. J'attends de voir si les enfants la réclament. S'ils la réclament, je l'ai écrit ce livre entre le mois de septembre et le mois de janvier.
Donc je l'ai écrit assez rapidement et j'ai déjà des idées pour la suite. Voilà. Eh bien, merci Anna, ou la vie d'enseignante sur les réseaux sociaux. Vous êtes donc l'autrice de Les Mondes d'Élie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. En quoi consiste précisément la mission du réseau Canopé autour de la formation des enseignants de manière plus générale ? Eh bien, notre mission, c'est de former tout au long de la vie les enseignants, notamment de les former au numérique, qui est une de nos expertises fortes, avec une particularité, c'est qu'on est présent dans tous les territoires, dans tous les départements. Donc ça permet aux enseignants à la fois de venir dans nos structures, d'être accompagnés en proximité, on intervient aussi dans les établissements scolaires, et de se former sur des thématiques qu'on qualifie de transversales, donc ils vont s'inviter dans le quotidien des classes. J'accueille un enfant en situation de handicap à la rentrée. Comment je peux me former pour me préparer ? J'ai envie de travailler la transition écologique avec mes élèves. Comment je peux me former ? Voilà, c'est autant de sujets que nous abordons dans nos formations. Les compétences psychosociales et bien sûr, puisque c'est le thème du jour, les IA génératives. Alors, depuis fin 2022, depuis que certains outils d'IA ont fait une entrée fulgurante dans nos quotidiens et notamment dans le quotidien des adolescents et des élèves, eh ben, on a commencé à déployer nos formations, à bâtir des ressources vidéo, des podcasts et des formations en présentiel ou en distanciel à ces IA génératives pour mieux les appréhender, les découvrir, permettre surtout d'avoir des espaces où les enseignants, la communauté éducative peut venir parler de ces usages, pratiquer ensemble. Ça nous semble extrêmement important. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment sur tout le territoire, dans tous nos ateliers. C'est pas un événement parisien, c'est un événement de proximité et on a à peu près 2000 inscrits qui en ce moment même suivent nos conférence avec des chercheurs. C'est une journée qui a été introduite par Audran Le Baron, le directeur du numérique pour l'éducation, et qui se passe depuis Lyon et qui est retransmis dans l'ensemble des territoires. Ce mercredi 25 juin à Courbevoie avec une distribution gratuite de cartables. 3000 cartables et 3000 fournitures scolaires. En quoi est-ce inédit ? Ça fait 10 ans que nous mettons en place une distribution gratuite de cartables et de fournitures scolaires et de livres. Nous le faisons toujours le dernier mercredi de chaque mois de juin. C'est ça, c'est pas la rentrée, c'est toujours à la fin, avant les grandes vacances. Le dernier mercredi de chaque juin pour aider les parents qui en ont le plus besoin d'équiper leurs enfants avec les fournitures scolaires et les cartables pour créer une forme d'équité. C'est pas de l'assistanat. C'est devenu une institution ? Oui, c'est un rendez-vous totalement financé par des fonds privés, évidemment. Et voilà, c'est une des deux actions sur lesquelles moi je suis absolument impliqué, c'est l'investissement sur le ventre, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'investissement sur le savoir, le don des cartables et des fournitures scolaires. Il y aura bien sûr cette distribution de cartables. Pour avoir son petit cartable, son gros cartable, il faut participer à la dictée ? Non, pas forcément. D'accord. La dictée, effectivement, elle est de 13h à 15h. C'est aujourd'hui, cette année, sur le Comte de Monte Cristo avec un texte sur Edmond Dantès. Et les enfants qui viendront participer avec les parents aussi, bien évidemment, c'est intergénérationnel, pourront évidemment avoir un goûter, les cartables, les fournitures scolaires. Mais c'est dissocié, bien évidemment, à partir de 15h. Nous distribuons, évidemment, pour plus de 2000 enfants. Et cette année, la particularité, c'est que nous distribuons aussi pour les agents. C'est 3000 cartables, 3000 fournitures scolaires, et nous le renouvelons chaque année, peu importe les élections ou quoi que ce soit. Tout l'art du travail d'une éducatrice spécialisée, dites-vous, c'est d'être en relation. Oui. Je dirais, c'est le point de départ, c'est le point d'accroche, c'est l'ancrage qu'on a forcément, je dirais, en tant que travailleur social quand on va, que ce soit vers un enfant, même un nourrisson, vers un adolescent, vers un parent. C'est comment entrer en relation et surtout comment respecter la personne là où elle en est dans son parcours de vie. Et comment entrer en relation quand, et là encore je vous cite, l'éducatrice spécialisée ou l'éducateur spécialisé, c'est le relou de service. Ça fait partie des qualités, des valeurs humaines qu'on doit avoir, je dirais même antérieurement à la fonction d'éducateur, mais qui vient justement se développer, s'enrichir au travers des enfants et des parents. Et c'est la manière aussi dont, je pense, on apprécie, on admire notre travail, où les personnes vont le ressentir.
et où du coup, en effet, de l'éducatrice relou ou omniprésente ou embêtante, on va passer à une personne respectueuse, car respectueuse de venir en aide à cette famille, à ses enfants. Parce qu'on la confond aussi souvent, cette personne, avec celle qui prend les enfants. Techniquement, c'est pas elle, c'est l'assistante sociale qui prend ce genre de décision. Ou alors c'est l'éducateur de l'ASE, ou c'est... Alors, celui qui prend la décision, c'est le juge. Le juge des enfants, décision. tout à fait. Mais celui qui, techniquement, ensuite, va venir retirer l'enfant. Alors, c'est les travailleurs sociaux, mais c'est surtout la brigade des mineurs, pour justement ne pas confondre après nos places, nos rôles et nos responsabilités, puisque si moi, je vais récupérer un enfant... Oui, c'est compliqué ensuite de tisser un lien. Alors là, c'est plus la relou de service, c'est l'ennemi. Exactement. Mais bon, malgré tout, il y a une forme de confusion, parce qu'après, c'est vous l'interlocutrice. Tout à fait. Et la confusion, justement, elle vient empêcher la relation, elle vient empêcher la mise en relation, parce que comment regarder une maman, un papa en face quand on est venu chercher à domicile son enfant. Alors que, et puis, c'est pas notre rôle, puisque notre rôle, justement, c'est d'accompagner après, d'accompagner le parent dans le soutien, dans l'accompagnement, dans la compréhension aussi du fait que son enfant soit confié. Et on peut pas être, en effet, à toutes les places. On reçoit, Marie-Caroline, très régulièrement, même quasiment tous les jours sur ce plateau, des acteurs du monde de l'éducation et de la technologie, des sociétés EdTech comme on les présente, qui ne demandent qu'une chose, c'est de former des enseignants à cette intelligence artificielle, ou en tout cas de leur faire bénéficier de leurs outils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec ces acteurs-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'en pensent surtout les enseignants qui en sont évidemment les premiers bénéficiaires? Alors, on a plusieurs actions et un partenariat assez étroit avec les acteurs de la filière EdTech, avec EdTech France, avec la FINEF. On a un dispositif dans l'éducation nationale qui s'appelle les territoires numériques éducatifs, les TNE, qui sont déployés aujourd'hui dans 12 départements. Et dans ces territoires-là, ce qu'on propose avec des sociétés EdTech, avec des éditeurs, c'est de mettre à disposition gracieusement des enseignants et de leur classe un certain nombre d'outils numériques et notamment des outils qui utilisent l'IA et des entreprises qui se sont parfois associées en consortium pour développer des outils spécifiques pour apprendre à lire par exemple en utilisant l'IA ou pour faire progresser les apprentissages. Donc voilà un exemple de ce que nous faisons. Et puis dans la journée que nous sommes en train d'organiser, on a aussi la chance d'avoir des interventions de professeurs entrepreneurs qui ont développé leurs propres solutions et qui la déploient dans les établissements. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais ils sont en train de témoigner. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'on voit bien que la position d'enseignant permet aussi d'expérimenter avec ses élèves et de construire des solutions. Pourquoi peut-on dire que Courbevoie est la ville leader mondiale de l'anti-gaspillage aujourd'hui? Courbevoie est devenu leader mondial parce que Courbevoie est à la pointe de ce qu'a fait la loi sur le gaspillage alimentaire via la loi française votée en 2016. Que dit cette loi? La loi elle a été votée le 3 février 2016, Patrice et Alix. J'étais à l'initiative avec des amis de cette loi parce que ça venait au départ d'un vécu personnel. J'ai été étudiant. Je gagnais entre 400 et 800 euros par mois. J'avais mon studio de 20 mètres carrés, comme des centaines de milliers d'étudiants français aujourd'hui. Je devais travailler en parallèle de mes études, mais je galérais et j'avais faim. Donc je coupais mon repas en deux. J'essayais parfois de prendre un petit déjeuner et je mangeais dans l'après-midi. Et de façon absolument discrète, j'allais au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire. Il y avait un vrai préjudice. La double peine, c'était que je devais montrer également que j'avais pas d'argent. Donc je devais montrer mes revenus. Je me suis fait une promesse, c'est qu'au lieu d'aller cracher sur la France comme beaucoup de l'insulter, j'allais faire changer le système. Le système, c'était une loi qui empêchait les associations de récupérer les invendus alimentaires, de les redonner immédiatement. Concrètement, nous avons au départ, en 2014, sollicité plusieurs supermarchés. Ils ont refusé de nous donner les invendus alimentaires parce qu'ils nous ont dit « Vous n'avez pas la chambre de froid, vous n'avez pas la logistique. Si on vous les donne tout de suite, il peut y avoir une cassure de la chaîne de froid, il peut y avoir des intoxications alimentaires. » Ils n'avaient pas envie d'être responsables de ça. Absolument. Donc du coup, revenez avec une loi qui nous autorise à le donner et on vous donnera les invendus alimentaires. Chiche. Je suis allé monter une pétition avec Mathieu Kassovitz et avec beaucoup de personnalités sur change.org. Nous avons obtenu plus de 200 000 signatures sur change.org au niveau français, plus d'1,6 million de signatures au niveau européen. On peut encore la signer, cette pétition au niveau européen? Bien sûr, pour l'Europe, absolument.
Mais quand vous dites qu'en fait la première chose, notamment quand un enfant est retiré à ses parents, à laquelle on devrait penser, c'est au retour. Ça devrait habiter toute l'action, si je me souviens bien, c'est ça. Exactement. Et qu'on ne fait plus du tout. Qu'on ne fait plus du tout. Comme je dirais, même avant de confier un enfant laissé à l'enfance, l'article 375 du Code civil indique bien qu'il faut d'abord voir les solutions dans la famille. Et ça ne se fait absolument pas. Depuis 2001 déjà, enfin moi où j'exerce, on ne cherche plus du tout. Par faute de temps, et alors c'est compliqué de trouver ailleurs parce que les foyers, il n'y a pas de place. Enfin, vous passez, alors votre vie quand même d'éducatrice, c'est de passer sa vie au téléphone, de s'entendre dire non. Alors vous le racontez avec beaucoup de, de joie et de bonne humeur. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est pas désagréable à lire quand on vous lit. On est juste ébahi de ce qu'on lit, mais c'est une tuerie aussi de documents administratifs à remplir, Exactement. Tout à fait. Des montagnes, quand vous facilitez pas les choses. Et le tout dans une urgence considérable. Parce que parfois, il est 19h quand l'enfant arrive et ce serait bien qu'il ne dorme pas... qu'il dorme quelque part. Exactement. Et c'est pour ça qu'on perd le sens de notre travail, parce que moi, j'ai choisi d'être éducatrice pour être sur le terrain. Alors, d'être derrière un bureau, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent derrière un bureau, c'est bien, mais ce n'est pas notre travail, il ne se situe pas ici. Vous avez entendu beaucoup de Mozart Exactement, toutes les mélodies, je les connais, je m'en sers différemment aujourd'hui. Voilà pour le ZAP, un grand merci d'avoir passé cette soirée avec nous. On retrouve évidemment Shirley Adélaïde demain. Oui, une chronique réseaux sociaux. Réseaux sociaux avec cette phrase que peut-être vous avez entendue à la maison de la part de vos ados, c'est Nico qui paye. Qui est Nico ? Vous le saurez demain, soyez avec nous. C'est la fin de ce grand JT, merci beaucoup de l'avoir suivi. À la réalisation, Xavier Sanchez. Au son, Thibaut Goury-Lafont. Au maquillage, c'était Laure Audemont et Laura Girard. Et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée, à demain. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Micro.